Au petit matin, Marseille semblait suspendue dans un calme fragile, comme si la ville elle-même retenait son souffle avant que les tensions invisibles n'éclatent. Dans l'appartement d'Ariane, la lumière filtrait à travers les rideaux avec une douceur trompeuse, éclairant un décor pourtant marqué par un désordre discret. Des vêtements d'enfants, des biberons à moitié rangés, des objets abandonnés ici et là témoignaient d'un quotidien bouleversé, où chaque geste semblait désormais dicté par une urgence silencieuse. Ariane se tenait debout au milieu de la pièce, immobile, les bras légèrement ballants le long du corps. Son regard glissait sur les objets sans réellement les voir, comme si son esprit s'était détaché du réel pour se réfugier dans un espace plus lointain, plus flou. Depuis la naissance d'Harry, quelque chose s'était fissuré en elle, une sensation diffuse mais persistante d'avoir perdu le contrôle de sa propre existence. Dans le même temps, un léger bruit provenant de la chambre voisine la tira de sa torpeur. Le bébé s'agitait, réclamant une présence, une attention immédiate. Ariane ferma les yeux un instant, laissant échapper un souffle presque imperceptible, avant de se diriger mécaniquement vers lui. Chaque pas semblait peser plus lourd que le précédent, comme si son corps lui-même résistait à ce rôle qu'elle ne reconnaissait plus tout à fait comme le sien. Lorsqu'elle prit Harry dans ses bras, son geste était précis, presque automatique, fruit d'un instinct qui fonctionnait encore malgré tout. Pourtant, derrière cette apparente maîtrise, une tension sourde traversait son regard. Elle observait l'enfant comme on observe un mystère impossible à résoudre, cherchant en lui une réponse qu'elle ne parvenait pas à formuler. Pendant ce temps, au commissariat, Patrick Nebaud ne parvenait pas à chasser une inquiétude tenace. Il s'était surpris, ces derniers jours, à repenser constamment à Ariane, à ses silences inhabituels, à ses regards fuyants qu'elle ne cherchait même plus à dissimuler. Il connaissait cette femme depuis suffisamment longtemps pour comprendre que quelque chose n'allait pas, même si elle refusait de l'admettre. Assis derrière son bureau, il fixait distraitement un dossier ouvert devant lui, incapable de se concentrer. Les mots défilaient sans qu'il en saisisse le sens, son esprit revenant inlassablement à cette impression dérangeante. Ariane lui échappait, lentement mais sûrement. Et cette idée, plus que tout le reste, l'empêchait de rester passif. À ce moment-là, il prit une décision sans vraiment y réfléchir. Il se leva brusquement, attrapa sa veste, et quitta le commissariat d'un pas déterminé. Il n'avait pas besoin d'excuses officielles, ni de prétextes professionnels. Ce qu'il ressentait dépassait largement le cadre du travail, c'était une inquiétude sincère, presque viscérale. Quelques minutes plus tard, il se retrouvait devant la porte de l'appartement d'Ariane. Il hésita un instant avant de frapper, conscient qu'il pénétrait peut-être dans un espace qu'elle n'était pas prête à partager. Mais il n'eut pas le temps de reculer. La porte s'ouvrit, révélant une Ariane au visage tiré, les traits marqués par une fatigue qu'elle ne cherchait même plus à cacher. Leurs regards se croisèrent, et pendant une fraction de seconde, le temps sembla se figer. Patrick perçut immédiatement la distance qui s'était installée entre eux, comme un mur invisible que ni l'un ni l'autre ne savait comment franchir. Pourtant, il tenta de garder une apparence détendue, esquissant un sourire qui sonnait légèrement faux. Il entra, observant rapidement la pièce, notant chaque détail sans le commenter. Ariane, quant à elle, reprit ses gestes mécaniques, comme si sa présence ne changeait rien à la routine qui l'enfermait. Elle rangeait, déplaçait, ajustait des objets sans réelle nécessité, simplement pour occuper ses mains, pour éviter de laisser le silence devenir trop pesant. Dans le même temps, Patrick tenta d'engager la conversation, posant des questions simples, presque banales. Mais chaque réponse d'Ariane était courte, distante, comme si elle cherchait à écourter l'échange sans pour autant oser le refuser ouvertement. Cette retenue inhabituelle ne faisait que confirmer ses soupçons. Quelque chose se brisait, lentement, sous ses yeux. Alors qu'il l'aidait à ranger quelques affaires du bébé, leurs gestes se croisèrent brièvement, déclenchant un moment de flottement. Ariane leva les yeux vers lui, et dans ce regard, Patrick crut apercevoir une détresse profonde, presque désespérée, qu'elle s'empressa pourtant de masquer. Cette fraction de seconde suffisait à elle seule à faire tomber toutes ses certitudes. Lorsqu'il s'apprêta à partir, pensant lui laisser un peu d'espace, Ariane l'interpella d'une voix plus fragile qu'elle ne l'aurait voulu. Elle lui demanda, presque timidement, de revenir, de ne pas l'oublier. Cette phrase, simple en apparence, résonna en lui comme un aveu involontaire, la preuve qu'elle se sentait déjà en train de sombrer. Après avoir quitté l'appartement, Patrick ne prit même pas la direction du commissariat. Instinctivement, il se rendit à la clinique, cherchant la seule personne capable de comprendre ce qu'il venait de percevoir. Babette Nebaud, forte de son expérience et de son regard médical, représentait pour lui une évidence. Lorsqu'il entra dans son bureau, il ne prit pas le temps de formuler son inquiétude de manière structurée. Les mots sortirent presque en désordre,
traduisant l'urgence qu'il ressentait. Il parla du comportement d'Ariane, de ses silences, de cette impression qu'elle n'était plus tout à fait elle-même. Chaque détail qu'il évoquait renforçait l'idée que la situation dépassait une simple fatigue. Babette l'écouta attentivement, sans l'interrompre, laissant le récit se dérouler jusqu'au bout. Son visage restait calme, mais son regard trahissait une réflexion intense. Elle connaissait bien Ariane, non seulement comme collègue indirecte, mais aussi comme femme, comme mère, comme être humain confronté à ses propres limites. Dans le même temps, elle pesait chaque mot de Patrick, tentant de distinguer ce qui relevait de l'inquiétude personnelle et ce qui constituait un véritable signal d'alerte. Lorsqu'il évoqua cette phrase, « tu m'oublies pas », prononcée presque comme une supplique, quelque chose sembla se confirmer en elle. Elle prit alors une inspiration lente, cherchant à formuler une réponse mesurée. Contrairement à Patrick, elle ne pensait pas qu'un retour précipité au travail soit la solution. Au contraire, elle percevait dans ce comportement les signes d'un mal-être plus profond, nécessitant une pause, un recul, une écoute attentive. Sans dramatiser, elle lui expliqua que certaines femmes pouvaient vivre après une naissance une forme de déséquilibre émotionnel intense, difficile à exprimer, encore plus difficile à accepter. Ariane, avec son caractère fort et indépendant, était probablement encore moins encline à reconnaître cette fragilité. Cette analyse, loin de rassurer Patrick, ne fit qu'accentuer son malaise. Il comprenait désormais que la situation n'était pas simplement passagère, qu'elle demandait une attention réelle, immédiate. Et surtout, il réalisait qu'il ne pourrait pas aider Ariane seule. Babette, de son côté, prit une décision sans attendre. Elle savait que dans ce genre de situation, l'isolement pouvait devenir dangereux. Ariane avait besoin de parler, mais surtout d'être entendue sans jugement. Et pour cela, il fallait aller vers elle, franchir cette distance qu'elle avait elle-même installée. À cet instant précis, quelque chose bascula imperceptiblement. Ce qui n'était encore qu'une inquiétude diffuse devenait une véritable urgence humaine, un appel silencieux qu'Ariane n'avait pas encore formulé clairement, mais que ceux qui l'entouraient commençaient à percevoir avec une intensité croissante. Et tandis que la journée poursuivait son cours à Marseille, entre agitation quotidienne et apparente normalité, une autre réalité se dessinait en parallèle, plus fragile, plus intime. Celle d'une femme en train de perdre pied, et de ceux qui, sans encore savoir comment, allaient tenter de la ramener à elle-même. À la clinique, l'air semblait plus dense que d'habitude, comme chargé d'une tension invisible qui se glissait entre les gestes et les regards. Babette, encore marquée par la conversation avec Patrick, rassembla quelques dossiers sans réellement les lire. Son esprit restait focalisé sur Ariane, sur ce mélange de fatigue et de détresse qu'elle connaissait trop bien pour l'ignorer. Dans le même temps, elle repensait à toutes ces femmes qu'elle avait accompagnées après une naissance, chacune portant en elle une histoire différente, mais souvent traversée par une même faille. Ce moment où la joie attendue ne parvient pas à s'imposer, où le corps et l'esprit semblent ne plus avancer au même rythme. Ariane, pourtant si solide, n'échappait pas à cette réalité. Sans attendre davantage, Babette décida de se rendre directement chez elle. Elle savait que repousser cette rencontre reviendrait à laisser le silence s'installer, et que ce silence pouvait devenir un piège. Chaque minute comptait désormais, non pas dans une urgence médicale immédiate, mais dans une urgence humaine, plus insidieuse. Pendant ce temps, chez Ariane, le temps semblait s'étirer sans logique. Elle avait reposé Harry dans son berceau, observant longuement son visage apaisé. Une contradiction douloureuse s'imposait à elle. Cet enfant représentait tout ce qu'elle avait choisi, tout ce qu'elle avait voulu, et pourtant, il était devenu malgré lui le centre d'un déséquilibre qu'elle ne maîtrisait plus. Elle se laissa glisser contre le mur, s'asseyant lentement sur le sol. Ses mains restaient posées sur ses genoux, immobiles, comme si le simple fait de bouger demandait un effort démesuré. Dans sa tête, les pensées tournaient en boucle, sans jamais trouver de sortie. Elle cherchait à mettre des mots sur ce qu'elle ressentait, mais chaque tentative échouait, remplacée par une sensation d'oppression grandissante. C'est alors que la sonnette retentit. Ariane sursauta légèrement, comme tirée brutalement d'un état de semi-conscience. Elle hésita quelques secondes avant de se relever, essuyant machinalement ses mains sur son pantalon. Lorsqu'elle ouvrit la porte et aperçut Babette, une émotion difficile à contenir traversa son regard. Sans un mot, elle la laissa entrer. L'atmosphère changea immédiatement, comme si la présence de Babette apportait avec elle une forme de stabilité, presque imperceptible mais essentielle. Elle posa son sac, observa rapidement la pièce, puis se tourna vers Ariane avec une attention totale, débarrassée de toute précipitation. Au début, l'échange resta superficiel. Quelques phrases banales, des questions simples, comme pour tester le terrain. Ariane répondait sans s'attarder, cherchant encore à maintenir une façade qu'elle sentait pourtant vaciller.
Mais Babette ne se laissa pas tromper par cette apparente normalité. Elle attendit, laissant le silence s'installer, consciente que c'était souvent dans ces espaces vides que la vérité finissait par émerger. À ce moment-là, quelque chose céda. Ariane détourna le regard, ses épaules se contractèrent légèrement, et sa respiration devint plus irrégulière. Elle tenta de parler, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Ce fut comme une barrière invisible qui s'effondrait d'un coup, laissant passer une vague d'émotions longtemps retenues. Elle finit par murmurer que ce qu'elle vivait n'avait rien à voir avec un simple baby blues. Le terme lui semblait presque insultant, trop léger pour décrire ce qui la traversait réellement. Elle cherchait ses mots, tâtonnait, comme si chaque phrase risquait de révéler une vérité qu'elle redoutait elle-même. Dans le même temps, Babette se rapprocha légèrement, sans envahir son espace, mais suffisamment pour lui signifier qu'elle était là, pleinement présente. Elle ne l'interrompait pas, ne corrigeait rien, laissant Ariane construire son propre discours, aussi chaotique soit-il. Peu à peu, les mots commencèrent à sortir. Ariane parla de cette sensation d'être enfermée dans un rôle qui ne lui appartenait plus vraiment. Elle expliqua qu'elle avait l'impression d'être réduite à des fonctions essentielles, presque animales, comme si toute son identité avait été absorbée par le simple fait d'être mère. Chaque phrase semblait lui coûter un effort immense, mais en même temps, une forme de soulagement apparaissait, comme si le fait de verbaliser ce malaise lui permettait enfin de lui donner une existence concrète. Elle évoqua ces moments où elle se sentait oppressée, envahie par une angoisse soudaine, sans raison apparente. « J'ai accouché, j'allaite, je protège », commença-t-elle, avant de s'interrompre. Sa voix tremblait, ses yeux se remplissaient de larmes qu'elle tentait encore de retenir. Puis, presque malgré elle, elle lâcha cette phrase qui résumait tout. Elle avait l'impression d'être devenue un animal. Le silence qui suivit fut lourd, mais pas oppressant. Babette ne chercha pas à minimiser, ni à rationaliser immédiatement. Elle laissa cette phrase exister pleinement, consciente de sa puissance. Car derrière ces mots se cachait une perte de repères profonde, une rupture avec l'image qu'Ariane avait toujours eue d'elle-même. À ce moment-là, les larmes d'Ariane finirent par couler. Pas une explosion brutale, mais un écoulement continu, presque silencieux. Ses épaules tremblaient légèrement, ses mains se crispaient, comme si elle cherchait à contenir quelque chose qui ne pouvait plus l'être. Babette fit alors un geste simple, mais essentiel. Elle s'approcha davantage et posa une main sur son bras, avant de l'attirer doucement contre elle. Ce contact, loin d'être intrusif, agissait comme un ancrage, une preuve tangible qu'Ariane n'était pas seule dans ce qu'elle traversait. Dans le même temps, Ariane ne résista pas. Elle se laissa aller contre elle, comme si cette étreinte représentait enfin un espace où elle pouvait cesser de lutter. Les larmes devinrent plus franches, sa respiration plus désordonnée, mais quelque chose se relâchait en profondeur. Babette murmura quelques mots, non pas pour expliquer ou analyser, mais pour rassurer. Elle lui rappela que ce qu'elle ressentait n'était ni anormal ni honteux, que beaucoup de femmes traversaient ces phases sans oser en parler. Mais surtout, elle insista sur un point essentiel, elle ne devait pas rester seule avec ça. Ces mots, simples en apparence, résonnèrent profondément en Ariane. Car derrière sa détresse se cachait aussi une peur plus grande encore, celle d'être incomprise, jugée, ou pire, rejetée pour ce qu'elle ressentait. Le fait d'entendre que sa souffrance pouvait être accueillie sans condition brisait une partie de cette peur. Peu à peu, son souffle se calma. Les sanglots laissèrent place à une respiration plus régulière, même si son regard restait marqué par la fatigue et l'émotion. Elle ne se sentait pas guérie, loin de là, mais quelque chose avait changé, elle n'était plus complètement seule face à ce qu'elle vivait. À cet instant précis, une première fissure s'ouvrait dans l'isolement qui l'enfermait. Et même si le chemin restait long, incertain, cette simple ouverture suffisait à faire naître une possibilité nouvelle, celle de ne pas sombrer entièrement. Pendant ce temps, au cœur du Mistral, la vie semblait reprendre son cours avec une légèreté presque déconcertante, contrastant violemment avec les tempêtes intérieures qui secouaient certains. Autour d'une table, Yolande, Jennifer et Barbara partageaient un petit déjeuner qui, en apparence, ressemblait à tant d'autres, mais dont chaque silence portait une charge invisible. Jennifer restait en retrait, les mains posées autour de sa tasse encore fumante, comme si elle cherchait dans la chaleur du café un ancrage pour ne pas replonger dans ses souvenirs. Son regard, souvent perdu dans le vide, trahissait une lutte constante contre des images qu'elle ne contrôlait plus. Depuis l'accident, quelque chose s'était brisé en elle, une fragilité nouvelle qui s'imposait sans prévenir. Dans le même temps, Yolande observait la jeune femme avec une inquiétude qu'elle ne cherchait même plus à dissimuler. Elle connaissait cette distance, ce retrait silencieux, et elle savait combien il pouvait être difficile d'en sortir sans aide. Pourtant, elle choisissait de ne pas brusquer Jennifer,
préférant lui laisser l'espace nécessaire pour s'exprimer à son rythme. C'est finalement Jennifer elle-même qui brisa ce fragile équilibre. Sa voix, d'abord hésitante, s'imposa peu à peu, comme si les mots avaient besoin de franchir une barrière invisible. Elle raconta comment elle s'était retrouvée au fond du ravin, seule, blessée, convaincue pendant un instant que tout était terminé. Puis, dans un souffle, elle évoqua ce moment où quelque chose en elle avait changé. Une force brute, instinctive, presque animale, l'avait poussée à se relever, à grimper, à lutter contre chaque pierre, chaque douleur. Elle décrivait cette sensation comme une rage de vivre, une énergie incontrôlable qui avait pris le dessus sur la peur. Barbara, profondément touchée, serra doucement sa main, tandis que Yolande hochait la tête, les yeux brillants. Ce récit, au-delà de sa violence, portait en lui une forme d'espoir, la preuve que Jennifer, malgré le traumatisme, possédait en elle une force capable de la ramener à la surface. Dans le même temps, à l'hôpital, Laura attendait avec une impatience contenue. Assise sur une chaise inconfortable, elle fixait la porte derrière laquelle Arthur était encore pris en charge. Chaque minute lui semblait interminable, chaque bruit la faisait sursauter, comme si elle redoutait d'entendre une nouvelle qu'elle ne pourrait pas supporter. À ses côtés, Morgane tentait de maintenir une certaine distance émotionnelle. Elle lui apporta un café, geste simple mais chargé d'une intention claire, offrir un soutien sans pour autant cautionner ce qu'elle considérait comme une relation dangereuse. Son regard restait attentif, mais marqué par une méfiance qu'elle ne cherchait pas à cacher. Lorsque les médecins évoquèrent l'état d'Arthur, la tension monta d'un cran. Une déshydratation sévère, une plaie infectée. Des mots médicaux qui, pour Laura, se transformaient en images inquiétantes. Elle se sentait coupable, impuissante, et en même temps profondément attachée à cet homme qui avait traversé l'épreuve avec elle. Morgane, elle, ne pouvait s'empêcher de voir les choses différemment. Pour elle, Arthur restait une énigme, un homme dont les choix avaient mis Laura en danger. Elle exprima ses doutes sans détour, affirmant que Laura manquait d'objectivité à cause de ses sentiments. Cette remarque, bien que brutale, révélait une inquiétude sincère. Dans le même temps, l'enquête continuait de peser sur la situation. Arthur était toujours sous surveillance policière, et la question de sa complicité restait en suspens. Cette incertitude ajoutait une pression supplémentaire, rendant chaque échange plus tendu, chaque regard plus lourd de sens. Lorsqu'Arthur fut enfin interrogé par Stanislas, la pièce sembla se refermer sur elle-même. La présence de Morgane renforçait encore la tension, créant un équilibre instable entre émotion et rigueur professionnelle. Stanislas, fidèle à lui-même, gardait une distance maîtrisée, observant chaque réaction avec une attention minutieuse. Il annonça que Nadia avait été déférée, information qui modifiait immédiatement la perception de l'affaire. Arthur, visiblement affecté, exprima l'idée qu'elle avait été manipulée, comme si reconnaître cette possibilité lui permettait de donner un sens à ce qui s'était passé. Morgane, quant à elle, ne laissa rien passer. Elle lui demanda de rester loin de Laura, exprimant une colère qu'elle ne cherchait plus à contenir. Pour elle, les risques avaient été trop grands, les conséquences trop lourdes. Sa priorité restait la protection de sa sœur, quitte à paraître dure. Dans le même temps, Stanislas observa la scène avec un regard critique. Il savait que la frontière entre le personnel et le professionnel avait été franchie, et que cela pouvait avoir des conséquences. Il s'adressa à Morgane avec une franchise déconcertante, lui demandant ce qui lui avait pris. Face à cette remise en question, Morgane dut reconnaître son erreur. Elle avait laissé ses émotions interférer avec son jugement, mélangeant des rôles qui auraient dû rester distincts. Son aveu, bien que difficile, marquait une prise de conscience nécessaire. Stanislas, sans s'attarder, conclut que ce résumé suffisait. Puis, dans un retournement inattendu, il annonça qu'Arthur ne serait pas mis en examen. Cette décision, claire et sans ambiguïté, fit l'effet d'un choc dans la pièce. Pour Laura, ce fut un soulagement immédiat, presque physique. Elle sentit la tension accumulée se relâcher d'un coup, laissant place à une émotion qu'elle ne chercha même pas à contenir. Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois, elle traduisait un apaisement. Arthur, encore marqué par l'épreuve, se tourna vers elle avec une sincérité nouvelle. Il reconnut que ses choix avaient été ambivalents, qu'une partie de lui regrettait certaines décisions, tandis qu'une autre ne pouvait s'empêcher d'éprouver une profonde reconnaissance envers elle. Il lui confia son admiration, mettant des mots sur ce qu'il ressentait depuis le début. Laura, touchée, comprit que cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, avait renforcé quelque chose entre eux, un lien qui ne reposait plus seulement sur l'attirance, mais sur une épreuve partagée. Dans le même temps,
Morgane observait la scène, partagée entre soulagement et frustration. Elle ne pouvait nier que la situation s'était améliorée, mais elle restait convaincue que tout n'était pas résolu. Son regard, toujours vigilant, traduisait cette incapacité à se détendre complètement. À cet instant précis, plusieurs trajectoires semblaient se dessiner en parallèle. Ariane, plongée dans une détresse intime, cherchait un point d'appui pour ne pas sombrer. Jennifer, marquée par le trauma, tentait de transformer sa peur en force. Et Laura, au cœur d'une tempête émotionnelle, voyait son amour renforcé par l'épreuve. Et tandis que la journée avançait, tissant ses destins entrecroisés, une évidence s'imposait peu à peu. Derrière chaque sourire, chaque geste du quotidien, se cachait une lutte invisible, un combat silencieux que chacun menait à sa manière, dans l'espoir de retrouver un équilibre devenu fragile. À ce moment-là, alors que chacun tentait de reprendre pied après les émotions de la journée, une forme d'accalmie trompeuse s'installait à Marseille. Pourtant, derrière cette apparente normalité, les tensions continuaient de couver, prêtes à ressurgir au moindre faux pas. Chez Ariane, le silence avait retrouvé sa place, mais il n'avait plus la même texture qu'auparavant. Assise sur le canapé, les yeux encore rougis par les larmes, elle semblait vidée, comme si l'effondrement qu'elle venait de vivre avait emporté avec lui une partie de ses forces. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose avait changé, presque imperceptiblement. Dans le même temps, Babette restait présente, sans chercher à combler le silence par des mots inutiles. Elle savait que certains moments demandaient simplement d'être vécus, sans analyse immédiate, sans tentative de réparation précipitée. Sa posture, à la fois attentive et discrète, offrait à Ariane un espace rare, celui où elle pouvait exister sans se justifier. Peu à peu, Ariane releva la tête. Son regard, encore fragile, semblait chercher un point d'ancrage. Elle reprit la parole, cette fois avec moins de retenue, comme si l'aveu précédent avait ouvert une brèche impossible à refermer. Elle évoqua ces instants où elle se sentait étrangère à elle-même, incapable de reconnaître la femme qu'elle avait été. Elle expliqua que tout lui échappait, ses émotions, ses réactions, jusqu'à son propre corps. Cette perte de contrôle la terrifiait plus que tout, car elle avait toujours construit son identité sur sa capacité à gérer les situations, à garder la tête froide, même dans les moments les plus critiques. Babette l'écoutait, attentive à chaque nuance, chaque hésitation. Elle comprenait que ce que vivait Ariane dépassait largement la simple fatigue ou le stress. C'était une remise en question profonde, une fracture entre ce qu'elle pensait être et ce qu'elle ressentait désormais. Dans le même temps, elle tenta de lui faire comprendre que cette phase, aussi violente soit-elle, pouvait être traversée. Que ce qu'elle ressentait ne définissait pas qui elle était, mais constituait une étape, un passage difficile mais pas définitif. Ces mots étaient choisis avec soin, porteurs d'une douceur ferme. Ariane, de son côté, oscillait entre soulagement et doute. Une partie d'elle voulait croire à cette possibilité de s'en sortir, mais une autre restait prisonnière de cette sensation d'oppression qui revenait sans prévenir. Elle décrivit ces moments comme des pointes, des vagues soudaines qui la submergeaient. À cet instant précis, elle réalisa à quel point elle avait été seule face à cela. Même entourée, même soutenue, elle n'avait jamais réussi à exprimer clairement ce qu'elle traversait. Et cette prise de conscience, paradoxalement, renforçait autant sa douleur que son besoin de s'en libérer. Pendant ce temps, au Mistral, l'ambiance prenait une tournure plus légère, presque décalée par rapport au drame en cours. Aya, pleine d'énergie, proposait de lancer un calendrier mettant en avant 12 hommes du quartier, une idée qui déclencha immédiatement des réactions variées. Thomas, toujours prompt à transformer une idée en événement, se projeta déjà dans l'organisation d'une élection pour désigner un Mister Mistral. L'enthousiasme collectif contrastait fortement avec les tensions vécues ailleurs, offrant un moment de respiration au cœur du quartier. Dans le même temps, certains débats émergeaient déjà, Aya insistant sur la nécessité de repenser les codes habituels, de proposer une vision différente, moins stéréotypée. Derrière cette légèreté apparente, se dessinait une volonté de bousculer les habitudes, de créer quelque chose de nouveau. Mais cette parenthèse ne faisait que souligner davantage les contrastes. Tandis que certains riaient et imaginaient des projets, d'autres continuaient de lutter en silence contre des réalités bien plus lourdes. Cette coexistence de tonalités opposées faisait partie intégrante de la vie du Mistral. À l'hôpital, Laura et Arthur se retrouvaient enfin dans un espace moins tendu. L'annonce de sa libération avait changé l'atmosphère, transformant l'angoisse en un soulagement fragile. Pourtant, au-delà de cette décision, quelque chose de plus profond s'était joué entre eux. Arthur, encore affaibli physiquement, semblait plus lucide que jamais sur ce qu'il avait traversé. Il regardait Laura avec une intensité nouvelle,
comme s'il redécouvrait en elle une force qu'il n'avait pas pleinement mesurée auparavant. Ces mots, simples mais sincères, traduisaient cette reconnaissance. Il admit que ses choix avaient été contradictoires, qu'il portait en lui à la fois des regrets et une forme de gratitude. Cette dualité, loin de l'affaiblir, semblait au contraire lui permettre de se reconnecter à lui-même avec plus d'honnêteté. Laura, touchée par cette sincérité, sentit son attachement se renforcer. Ce qu'ils avaient vécu ensemble dépassait désormais la simple relation naissante. C'était une expérience partagée, un moment où chacun avait été confronté à ses limites, à ses peurs, et où ils avaient trouvé un soutien mutuel. Dans le même temps, cette proximité retrouvée ne faisait qu'accentuer la tension avec Morgan. Même si elle reconnaissait que la situation avait évolué, elle restait profondément marquée par les risques encourus. Sa méfiance persistait, alimentée par un instinct protecteur difficile à apaiser. Elle observait leurs échanges avec un regard critique, incapable de se laisser entièrement convaincre par ce qu'elle voyait. Pour elle, la prudence restait de mise, et elle n'était pas prête à accorder sa confiance aussi facilement. À cet instant précis, Stanislas, de son côté, continuait d'analyser les événements avec une distance professionnelle. Il avait conscience que la décision de ne pas mettre Arthur en examen ne signifiait pas la fin de toutes les interrogations. Mais il savait aussi reconnaître les limites de l'enquête. Son rôle consistait désormais à maintenir un équilibre, à éviter que les émotions ne prennent le dessus sur les faits. Une tâche délicate, dans un contexte où les relations personnelles s'entremêlaient constamment avec les responsabilités professionnelles. Pendant ce temps, chez Ariane, un nouveau silence s'installait, mais cette fois, il était différent. Moins oppressant, moins écrasant. Comme si le simple fait d'avoir mis des mots sur son mal-être avait permis d'en atténuer légèrement le poids. Elle inspira profondément, comme pour tester cette nouvelle sensation. Rien n'était réglé, rien n'était guéri, mais une porte s'était ouverte. Une possibilité, encore fragile, de ne plus subir entièrement ce qu'elle ressentait. Babette, percevant ce changement, esquissa un léger sourire. Elle savait que le chemin serait long, semé de rechutes et de doutes. Mais elle savait aussi que ce premier pas était essentiel, qu'il marquait le début d'un processus. À ce moment-là, Ariane releva les yeux vers elle, et dans ce regard, pour la première fois depuis longtemps, apparaissait une lueur différente. Pas encore de la sérénité, ni même de l'espoir clairement défini, mais quelque chose qui s'en rapprochait. Et tandis que la journée avançait, entre rire, inquiétude et confidence, une vérité se dessinait peu à peu. Chacun, à sa manière, tentait de reconstruire un équilibre fragile, oscillant entre chute et relèvement, dans un monde où rien n'était jamais totalement acquis. Dans le même temps, la fin de journée s'installait lentement sur Marseille, enveloppant la ville d'une lumière plus douce, presque apaisante. Pourtant, pour Ariane, cette transition n'apportait aucun véritable répit. Elle était restée seule après le départ de Babette, et ce retour au silence réveillait immédiatement les sensations qu'elle avait à peine réussi à contenir. Assise face à la fenêtre, elle observait les passants sans réellement les voir, comme si elle regardait un monde auquel elle n'appartenait plus tout à fait. Chaque rire, chaque échange, lui semblait lointain, presque irréel. Une impression de décalage profond s'installait, renforçant cette idée qu'elle avait perdu quelque chose d'essentiel sans savoir comment le retrouver. Dans le même temps, ses pensées revenaient inlassablement à ce qu'elle avait confié à Babette. Avoir mis des mots sur son mal-être aurait dû la soulager davantage, mais cela avait aussi rendu la réalité plus concrète, plus difficile à ignorer. Elle ne pouvait plus faire semblant, ni se cacher derrière des automatismes. Elle se leva finalement, se dirigeant vers la chambre d'Harry. Le bébé dormait paisiblement, inconscient du tumulte intérieur qui agitait sa mère. Ariane s'approcha doucement, observant son visage avec une attention presque douloureuse. Elle cherchait à ressentir quelque chose de clair, de stable, mais ses émotions restaient confuses, mêlées d'amour, de fatigue et d'une étrange distance. À cet instant précis, elle sentit une pointe d'angoisse remonter, brutale et soudaine. Sa respiration se fit plus courte, ses épaules se crispèrent. Ce phénomène, qu'elle avait déjà décrit à Babette, revenait sans prévenir, comme une vague incontrôlable. Elle ferma les yeux, tentant de se concentrer sur sa respiration, de ne pas se laisser submerger. Pendant ce temps, à la clinique, Babette prenait quelques notes, cherchant à organiser mentalement les prochaines étapes. Elle savait que ce qu'Ariane traversait nécessitait un suivi attentif, une présence régulière, mais aussi du temps. Il ne s'agissait pas d'un problème à résoudre rapidement, mais d'un équilibre à reconstruire progressivement. Elle réfléchissait également à la manière d'impliquer les autres sans exposer Ariane à un sentiment d'intrusion. Trouver cet équilibre entre soutien et respect de l'intimité représentait un défi délicat.
mais elle était déterminée à ne pas laisser la situation se détériorer. Dans le même temps, Patrick, toujours préoccupé, repensait à leur échange. Il avait du mal à accepter l'idée de rester en retrait, de ne pas intervenir directement. Son instinct le poussait à agir, à trouver une solution rapide, mais les paroles de Babette résonnaient encore en lui. Il fallait du temps, et surtout, il fallait éviter de brusquer Ariane. Cette retenue lui demandait un effort considérable. Habitué à gérer des situations de crise, à intervenir sans hésitation, il se retrouvait face à un problème qui ne pouvait être résolu par l'action immédiate. Cette impuissance relative le mettait face à ses propres limites. Pendant ce temps, au Mistral, l'ambiance restait animée. Les discussions autour du projet de Mr Mistral continuaient, alimentées par des idées toujours plus créatives. Aya défendait avec passion une vision différente, insistant sur la nécessité de casser les clichés, tandis que Thomas imaginait déjà l'organisation concrète de l'événement. Ce moment de légèreté, bien que sincère, créait un contraste frappant avec les situations plus lourdes vécues ailleurs. Mais c'était aussi cela, la force du Mistral, cette capacité à faire coexister des réalités opposées, à offrir des espaces de respiration au milieu des tensions. À l'hôpital, Laura et Arthur profitaient d'un moment de calme relatif. Libéré de la pression immédiate de l'enquête, Arthur semblait plus détendu, même si la fatigue restait visible. Il observait Laura avec une intensité nouvelle, comme s'il mesurait pleinement ce qu'elle avait représenté pour lui dans cette épreuve. Il lui parla de cette dualité qu'il ressentait encore, ce mélange de regret et de reconnaissance. Reconnaissance pour ce qu'elle avait fait, pour la manière dont elle l'avait soutenu malgré les risques. Ces mots, simples mais sincères, renforçaient encore le lien qui s'était construit entre eux. Laura, de son côté, ressentait une forme de stabilité nouvelle. Ce qu'ils avaient traversé avait consolidé leur relation d'une manière qu'elle n'aurait pas imaginée. Malgré les obstacles, malgré les doutes exprimés par Morgan, elle sentait que quelque chose de solide s'était installé. Dans le même temps, Morgan restait en retrait, observant la scène avec une prudence persistante. Elle ne pouvait ignorer l'évolution positive de la situation, mais elle refusait de baisser totalement sa garde. Pour elle, les événements récents restaient trop marquants pour être effacés aussi facilement. Cette tension silencieuse, bien que moins visible, continuait d'exister, ajoutant une complexité supplémentaire aux relations. Rien n'était totalement apaisé, et chacun devait trouver sa place dans ce nouvel équilibre. À cet instant précis, plusieurs trajectoires semblaient converger vers un point commun, la nécessité de reconstruire. Que ce soit Ariane face à elle-même, Jennifer face à son traumatisme, ou Laura et Arthur face à leur relation, tous étaient engagés dans un processus fragile, incertain. Et tandis que la nuit commençait à tomber, enveloppant la ville dans une obscurité rassurante, une vérité s'imposait peu à peu. Les blessures, visibles ou invisibles, ne disparaissaient pas d'un coup. Elles demandaient du temps, de l'attention, et parfois simplement la présence de quelqu'un pour ne pas devenir insurmontable. Chez Ariane, l'angoisse finit par retomber légèrement, laissant place à une fatigue écrasante. Elle s'assit à nouveau, cette fois sans résistance, laissant son corps se relâcher. Elle savait que ce n'était qu'un répit, mais même ce répit avait de la valeur. Elle repensa aux mots de Babette, à cette idée qu'elle ne devait pas rester seule avec ce qu'elle ressentait. Pour la première fois depuis longtemps, cette perspective ne lui semblait pas totalement inaccessible. Une partie d'elle commençait à accepter l'idée de se laisser aider. Et dans ce mouvement encore hésitant, encore fragile, se dessinait peut-être le début d'un changement. Pas une transformation immédiate, mais une ouverture, une possibilité. Celle de ne plus subir entièrement ce qui l'écrasait, mais de commencer, lentement, à le comprendre. À ce moment-là, la nuit enveloppait complètement Marseille, déposant sur chaque rue, chaque fenêtre, une couche de silence propice aux vérités que l'on n'ose pas affronter en plein jour. Dans cet espace suspendu, les émotions semblaient plus nettes, plus tranchantes, comme si l'obscurité permettait enfin de regarder ce qui avait été évité. Chez Ariane, la fatigue avait fini par prendre le dessus, mais son sommeil restait fragile, traversé de réveils brusques et d'une agitation intérieure persistante. Allongée dans l'obscurité, elle fixait le plafond sans réellement le voir, prisonnière d'un flux de pensées qui ne s'arrêtait jamais complètement. Dans le même temps, chaque bruit, chaque mouvement de Harry dans la pièce voisine la maintenait dans un état de vigilance constante. Même lorsque son corps réclamait du repos, son esprit refusait de lâcher prise, comme s'il craignait qu'en s'abandonnant, quelque chose d'irréversible puisse se produire. Elle finit par se lever, presque sans réfléchir, attirée par ce besoin irrépressible de vérifier que tout allait bien. Lorsqu'elle entra dans la chambre du bébé,
Elle s'arrêta un instant, observant la régularité de sa respiration, cherchant dans cette image une forme d'apaisement. Mais au lieu de cela, une émotion contradictoire la traversa. Elle ressentait un attachement profond, indéniable, et en même temps une distance qu'elle ne comprenait pas. Cette dualité la troublait, la culpabilisait, renforçant cette impression de ne pas être à la hauteur de ce qu'elle aurait dû ressentir. À cet instant précis, elle se souvint des paroles de Babette. Ne pas rester seule, ne pas garder tout cela pour elle. Ces mots, qui lui semblaient encore difficiles à intégrer, revenaient pourtant avec insistance, comme une piste qu'elle ne pouvait plus ignorer. Dans le même temps, à la clinique, Babette terminait sa journée avec une attention particulière. Avant de partir, elle consulta une dernière fois ses notes, réfléchissant à la meilleure manière d'accompagner Ariane sans la brusquer. Elle savait que la prochaine étape serait décisive, maintenir le lien, sans jamais imposer. Elle envisageait déjà de proposer un suivi plus régulier, peut-être même d'impliquer doucement Jean-Paul, sans créer de pression. Chaque décision devait être pensée avec précision, car la moindre maladresse pouvait refermer la brèche qui venait à peine de s'ouvrir. Pendant ce temps, Patrick rentrait chez lui avec un sentiment d'inachevé. Il avait l'impression d'être resté en périphérie d'un problème qu'il ne comprenait pas totalement. Cette frustration, mêlée à son inquiétude, le poussait à réfléchir différemment, à accepter qu'il ne pouvait pas tout contrôler. Il se remémora le regard d'Ariane, cette demande presque silencieuse de ne pas l'abandonner. Cette image s'imposa à lui comme une évidence, son rôle n'était peut-être pas d'agir immédiatement, mais d'être présent, constant, fiable. Au Mistral, la soirée touchait également à sa fin. Les discussions s'étaient apaisées, les rires s'étaient faits plus discrets. Aya, Thomas et les autres commençaient à ranger, prolongeant encore un peu cette bulle de légèreté qui leur avait permis d'oublier, ne serait-ce qu'un instant, les tensions environnantes. Dans le même temps, Jennifer, rentrée chez elle, repensait à ce qu'elle avait partagé le matin même. Mettre des mots sur son expérience avait ravivé certaines images, mais cela lui avait aussi permis de reprendre un certain contrôle sur elle. Elle comprenait désormais que ce qu'elle avait vécu ne disparaîtrait pas, mais qu'elle pouvait apprendre à cohabiter avec. De son côté, Laura restait auprès d'Arthur, profitant de ce moment suspendu où tout semblait plus simple. L'épreuve qu'ils avaient traversée avait laissé des traces, mais elle avait aussi créé un lien qu'aucun doute ne pouvait désormais effacer complètement. Arthur, encore affaibli, semblait pourtant plus apaisé. Il regardait Laura avec une sincérité nouvelle, comme si cette expérience l'avait obligé à se confronter à lui-même. Cette transformation, encore fragile, représentait pour eux deux une base sur laquelle reconstruire. Mais dans l'ombre, Morgane continuait de veiller. Même si elle ne s'opposait plus frontalement, elle restait attentive, prête à intervenir au moindre signe de danger. Son regard, toujours lucide, rappelait que tout n'était pas encore totalement réglé. À cet instant précis, toutes ces histoires semblaient converger vers une même réalité, celle de la reconstruction. Une reconstruction lente, incertaine, faite d'avancées et de recul, où chaque personnage devait apprendre à composer avec ses propres failles. Chez Ariane, ce processus venait à peine de commencer. Debout dans la chambre d'Harry, elle inspira profondément, tentant de calmer le tumulte intérieur. Elle ne se sentait pas mieux, pas encore, mais elle percevait une différence subtile, elle n'était plus complètement enfermée. Elle s'approcha du berceau, posa doucement une main sur le bord, comme pour s'ancrer dans quelque chose de concret. Son regard se posa sur son enfant, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne chercha pas à analyser ce qu'elle ressentait. Elle accepta simplement l'instant. Dans le même temps, une pensée s'imposa à elle, encore hésitante, encore fragile, peut-être qu'elle pouvait s'en sortir. Peut-être que ce qu'elle vivait, aussi violent soit-il, n'était pas une fin, mais un passage. Cette idée, bien que timide, suffisait à créer un léger déplacement en elle. Une ouverture, une possibilité. Et tandis que la nuit poursuivait son cours, enveloppant chacun dans ses propres pensées, une vérité silencieuse prenait forme. Même dans les moments les plus sombres, il existait toujours une fissure par laquelle la lumière pouvait revenir.